prédiction d'antibiothérapie. Donc là, un cas simple et tout à fait compréhensible qui permet d'optimiser et de réduire les délais de démarrage de traitement en prédisant quel est l'antibiotique qui a le plus de chances de fonctionner. Donc ça, c'est tout à fait... Enfin, il n'y a pas du tout d'IA là-dedans, hein, c'est de l'algorithme et de la stat, hein, tout simplement. Mais bon, c'est une utilisation de données à grande échelle. Donc ça, on avait fait un essai clinique à l'hôpital là-dessus. Ouais. Et donc, on va le reproduire chez nous. Maintenant que je sais que de toute façon, ça marche, on va le reproduire chez nous. Bien. Bonjour. 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 C'est Géraldine, c'est ça? Non? Géraldine Fayol de chez NeoGeo, oui. Tout à fait. Enchanté. Enchantée. Et donc, prédiction de la dérive de mesure des automates pour limiter le nombre d'étalonnages et donc réduire le coût et l'immobilisation de maintenance sur les automates. Alors ça, pareil, c'est pas du tout d'IA, c'est de la stat bête, mais c'est super efficace. Et bon, on a quelques contraintes, et notamment les constructeurs qui nous mettent des bâtons dans les roues pour mettre en place ce genre de solution. Et c'est tout à fait quelque chose qui peut se caler sur n'importe quelle machine dans l'industrie. Ce n'est pas spécifique à la biologie médicale. Et puis, j'ai profité pour mettre une petite photo de notre nouveau plateau technique. Voilà. Qui est très beau. Ouais. Magnifique. C'est le plus grand d'Europe. Ok. Joli. Bon, parfait, ben on est pas mal. Voilà. Donc, on est pas mal. Et puis après, on sera sur un mode questions-réponses. Donc après, selon les questions de l'audience, on fera un petit tour de table, que chacun puisse intervenir et répondre aux questions posées. Et puis sinon, Simon, moi, on a toujours des petites questions qui traînent en fonction de ce qui est dit par chacun. Donc, on pourra rebondir. On va arriver à trouver des questions. On va pouvoir le faire. Et du coup, Géraldine, on en profite. Alors, je sais pas, on ne te voit pas. Je sais pas si c'est... c'est Mathilde. Bonjour tout le monde. Toi, du coup, qu'est-ce que tu viens chercher dans cette factory-là? Alors, chez NeoGeo, du coup, pour présenter rapidement les choses, on travaille sur la valorisation et le traitement de données à caractère géographique. Donc là, l'objectif, c'est de voir aujourd'hui, dans le domaine de la santé, on se pose déjà quelques questions. Et l'idée, c'est de voir s'il y a des solutions déjà par rapport à ça, ou si on cherche effectivement à traiter des données sur les patients, par exemple, ou les centres où sont réalisés des soins ou des examens, s'il y a des recherches par rapport à ça. Voilà, ou comment la cartographie aujourd'hui peut y répondre. Donc, je ne sais pas si c'est des choses que vous comptez aborder ou pas. Alors, ça ne fait pas partie des use cases qui ont été présentés, mais ça pourra faire partie des questions et donc de rebondir sur les questions dans le tour de table. Ok, ça marche. Alors, par contre, je coupe ma caméra, ce n'est pas par timidité, mais sinon, je n'ai pas de flux, donc voilà. Pas de souci. 18 inscrits attendus. Et voilà, super, c'était la question que j'avais posée. C'est sur le même Zoom? C'est sur le même Zoom? Oui, c'est sur le même Zoom, oui. Ouais, normalement, on n'a pas changé. Julien était là, donc normalement, ça veut dire que c'était là pour nous confirmer que c'était bien le bon lien. Donc, normalement, tout le monde a reçu ça. Je confirme. Je confirme. Peut-être si j'ai le lien. Voilà, parfait. Factorisation Valo. Voilà. Je vais refaire un post sur le channel là. Et comme ça sera bon. On sera bon. Le temps que tout le monde arrive. Hein. Tu vois, Denis, Grégoire, là, on se posait la question, la solution, on le fait encore en distanciel. Salut Marie. Mais on se posait la question de refaire en présentiel. Le seul truc, c'est comment on fait ça à Toulouse, Montpellier. Il y a forcément des choix. J'en ai parlé avec Fabrice pour info Simon, qui eux ont choisi de faire un coup de le faire 2 fois en présentiel dans l'année. Un coup à Montpellier, un coup à Toulouse et le reste en distanciel. Dans la factory des décideurs, on fait de plus en plus. Je trouverai un déplacement à Toulouse le même jour, c'est pas grave. Ah non, pas Toulouse, pas tout là. On le fera comme on a fait l'autre fois, entre Narbonne et Carcassonne, il y a bien des lieux intermédiaires. Bonjour Loïc.
Bon, ça commence à arriver tout doucement. Bon, merci Marie d'être à l'heure. D'autant que Bonjour. c'est pas souvent que je suis ponctuelle. Donc, tu profites. Bon, Marie, tu peux peut-être te présenter là à Grégoire et Denis, enfin, juste pour qu'ils sachent qui tu es, ce que tu fais. Oui. Alors, Bien je sûr. m'appelle Marie Saunier-Poquillon. Je suis avocat au barreau de Montpellier depuis un peu plus de 20 ans et je suis spécialisée dans la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies. Donc, voilà. Et je suis assez investie effectivement dans la recherche et la documentation sur les nouvelles technologies. Et dans ce cadre-là, je participe à la Factory Valorisation avec Gaël, Philippe et Magali, Simon, pardon, et Magali qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Donc, on a fait une équipe multi-sites puisqu'il y a 2 Montpelliérains et 2 Toulousains et multisexe aussi puisqu'il y a 2 filles, 2 garçons. Donc, on est vraiment les symboles de la parité poussée à l'extrême. Voilà. On n'avait pas le choix parce que sinon, on nous faisait un procès, Marie. Donc, C'est ça. Loïc, je sais pas après, alors, on n'a pas le micro, mais peut-être que tu veux te présenter rapidement et dire quelles sont tes attentes par rapport à cette factory. Bonjour, merci déjà pour cette organisation du webinaire. Je suis le président fondateur d'Hospitalidé, qui collecte les avis des patients sur leur séjour à l'hôpital. Et derrière cette vitrine-là, on accompagne ensuite les établissements, on est partenaire scientifique de CHU comme Toulouse par exemple, pour évaluer la qualité de vie des patients. Et c'est à partir de ces datas-là, on va faire des recommandations personnalisées aux patients et utilisateurs pour enrichir le parcours de soins des patients. Voilà. J'attends beaucoup en fait de ça parce qu'aujourd'hui pour nous, on est à la fois très concentré sur les RGPD, très concentré sur les données de santé. On veut faire de la suggestion personnalisée, donc on fait des algorithmes très propres parce qu'on est partenaire INSERM par exemple et on fait des choses très propres d'un point de vue scientifique. En revanche, sur les usages, tout ça, on est toujours un peu, je vais le lâcher, mais on est toujours frileux, quoi. Voilà. On a un peu peur de ce qu'on va suggérer. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu attends là de cette factory en termes de partage ou d'information? J'attends de voir s'il y a des bonnes pratiques, j'attends de voir si, j'ai comprendre qu'il y avait un avocat, hein, voir si la jurisprudence s'est déjà positionnée, si les éclairages qui vont être donnés correspondent à ce que nous on a compris. Je pense au croisement de RGPD et données de santé en particulier. Ouais, moi, j'attendrai plutôt des bonnes pratiques. J'attendrai d'avoir des, entre guillemets, par les usages qui seront faits ici, des permissions, hein, parce qu'on est tous le pied sur le frein avec le RGPD et tout. Mais est-ce qu'on ne se tire pas aussi une balle dans le pied parce que moi, j'aime beaucoup l'idée de démocratiser les données en santé. Parce que la donnée en santé d'un patient, c'est aussi un formidable outil de recherche pour les médecins et la recherche globalement, quoi. Donc, voilà, essayer de lever un peu quelques verrous parce qu'on s'est tous enfermés là-dedans et finalement, on se paralyse un peu. Enfin, tous, je parle pour moi. Hein. D'accord. Merci pour ces éléments. Puis du coup, il y aura toute l'occasion d'échanger avec nos 2 intervenants après leurs 2 présentations. Donc merci Loïc et à tout à l'heure pour le coup. Et j'ai Kelly. Je finis le tour de table parce qu'on est en petit comité. Et puis je vois qu'il y a Angelina qui est arrivée aussi. Donc Kelly, peut-être que tu veux t'exprimer et nous partager qui tu es et ce que tu attends de cette factory. Bonjour, désolée, alors en fait j'entendais pas le début, une réunion en même temps, mais donc je me présente, c'est ça? C'est ça, petite présentation rapide. En fait, c'est juste pour faire un petit tour de table. On n'est pas en grand comité, donc on peut se le permettre. Et puis, ça permet aussi aux intervenants de savoir qui est en face et ce que chacun attend. D'accord. Donc je suis Kelly Roméo, je fais partie de l'entité URID, Urgo Recherche Innovation Développement, donc qui fait partie du groupe Urgo. Je suis en charge de l'activité business développement, donc tout ce qui est relation notamment avec les industriels sur nos projets ou des éventuelles licences ou acquisitions. Et en fait, je suis venue donc à
cette conférence invitée donc par Simon. Et j'étais intéressée par le titre qui m'avait l'air alléchant et je pensais que c'était intéressant d'avoir un petit peu d'informations sur ce sujet. Très bien. Pour être transparente. Super. Écoute, je te remercie. On va, même si tout le monde n'est pas encore là, et je pense que comme d'habitude, on va en avoir en cours de route qui vont venir se greffer. C'est les joies du distanciel. On s'engage moins que sur le présentiel. Donc, je propose qu'on démarre cette factory. Hop, je vais reprendre la présentation. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? A priori, oui, depuis tout à l'heure. Ouais, c'est parfait. Donc là, on a 1h30, enfin, on s'est donné 1h30. Si c'est 1h15, ça sera 1h15 pour partager autour de ces sujets de la donnée dans le secteur santé et des usages de cette donnée dans le secteur santé. Donc là, comme d'habitude, on a un petit déroulé au travers de la factory. Donc, on va revenir sur qui est Digital 113 pour ceux qui ne connaissent pas. On parlera de la factory valorisation des données, des sujets qu'on traite et des actions qu'on mène. Ensuite, Simon fera une petite intervention présentant des chiffres de l'Observatoire de la maturité data qu'on a lancé et qui maintenant existe depuis l'année dernière et qui permet de collecter des données sur les usages de la donnée en entreprise. Et puis ensuite, on laissera la parole à Denis et Grégoire qui nous présenteront leurs différents cas d'usage. Et ensuite, on aura une séance de questions-réponses pour interagir. Encore une fois, on est en petit comité, donc on va pas s'embêter sur le côté très conventionnel. Vous pouvez quand même, si vous êtes timide ou pas, poser vos questions au travers du chat, et sinon, le micro est ouvert. Donc, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Donc, pour revenir sur Digital 113, limite, Simon, je te laisse la main parce que tu es le mieux placé pour en parler de manière globale. Allez, je vais le faire. Merci Gaël. Donc, moi, je suis Simon Bretin, je suis fondateur de Flutilient, on est un éditeur spécialisé à Smart Data et j'ai aussi la chance d'être le vice-président de Digital 113, qui est donc le cluster des entreprises du numérique en Occitanie. Et on organise un événement qui s'appelle Digitalis Future, qui est un programme de 3 mois pendant lequel on fait un focus un peu sur un secteur métier particulier. L'objectif étant de se rencontrer les acteurs du numérique et les acteurs de ces métiers-là pour échanger sur les thématiques de digitalisation, d'innovation grâce au numérique. Et ainsi de suite. Digital 113, c'est donc, comme je dis, un cluster qui adresse les entreprises du numérique. Donc, on cherche à connecter, soutenir, fédérer les décideurs du numérique en Occitanie. Donc, on inclut également tous les acteurs du monde numérique qui sont dans les entreprises également. L'objectif étant de développer l'excellence de leurs entreprises grâce au numérique. On travaille autour de thématiques qu'on appelle les factories, qui sont des groupes de travail, comme on le fait aujourd'hui, qui sont copilotés par des entrepreneurs qui sont convaincus finalement des thématiques qu'ils adressent. Donc, en l'occurrence, Marie l'a dit, mais pour la factory valorisation de données, on a Marie, Magali, Gaël et moi qui le faisons de Montpellier 2 à Toulouse. Vous voyez ici toutes les thématiques qu'on adresse au niveau des factories. Donc, il y a aussi bien des choses assez horizontales sur la com, le marketing, le bizdev, que des choses très verticales comme l'IA, la valorisation des données, la santé évidemment, la fintech, l'IoT et ainsi de suite. Pour revenir plus précisément sur la factory valorisation des données qui organise l'événement d'aujourd'hui, notre objectif finalement, c'est surtout de faire des retours d'expérience sur la mise en pratique des processus ou des projets de valorisation des données pour sensibiliser finalement toutes les entreprises à un bon usage et une bonne exploitation des données. On a fait pas mal de choses et pas mal de retours d'expérience sur ces différents sujets. On essaie de se coller à la programmation de Digitalis Future et c'est le cas aujourd'hui. Et je remercie vraiment Denis Grégoire pour leur présence et les retours qu'ils vont faire aujourd'hui. On fait à peu près un atelier par mois. À peu près, on essaie de tenir ça. Et en parallèle de ça, on a mené un observatoire de la maturité data, mais ça, j'y reviendrai un tout petit peu après. Dernier point, comme on est certes engagé, mais toujours à l'écoute des bonnes idées, si vous avez des idées thématiques que vous aimeriez qu'on adresse, sur qu'elles soient techniques, qu'elles soient métiers, sur tout ce qui touche à la valorisation des données, un petit message dans le chat, un petit mail, un petit message sur Slack, on sera ravis de prendre ça et d'essayer de trouver des bons intervenants pour traiter le sujet. Alors du coup, j'en profite, Simon, pour une petite aparté. On a quand même prévu une session de brainstorming entre copilotes et pilotes de cette factory, justement pour lancer des nouvelles actions. Il y en a une qui va être structurante pour nous. On va contribuer, on va lancer un livre blanc. Ah, on entend. Alors, société WIDIP, on entend le... Ouais, je sais pas. Merci. Hop, on entend le micro. Ouais. Merci.
Donc, on a prévu de travailler sur un livre blanc des métiers de la data, parce que c'est souvent un sujet qu'on entend dans tous les, alors que ce soit chez les spécialistes ou chez les sociétés qui ont commencé à travailler ces sujets, on sent que c'est une problématique d'identifier les compétences, de travailler les problématiques de recrutement, d'identification des rôles, de qui fait quoi dans la gouvernance de l'entreprise sur ces sujets data. Donc, on va travailler là-dessus et on a prévu de sortir un livrable courant du premier semestre 2022. Sans engagement aucun sur une deadline pour l'instant. Et on va y contribuer, enfin la Cité de l'économie et des métiers va également nous alimenter puisqu'on va, pour certains d'entre nous, participer à des ateliers sur la projection des métiers du futur qui seraient augmentés par la donnée. Donc des sujets intéressants. Et puis voilà, encore une fois, si vous avez des thématiques précises à nous partager, on sera ravis de pouvoir les mettre à l'ordre du jour de la Factory. Alors Simon, je te redonne la main sur les chiffres. Je reprends la main. Donc, on a monté avec Gaël, notamment Data Sulting et la Factory Valorisation des données, un certain nombre de partenaires et puis les entreprises qui sont derrière, notamment Magali avec Adélia, un observatoire de la maturité data. Donc, l'enjeu est de comprendre finalement comment les entreprises utilisent les données au sein de leurs organisations, quels sont les effets positifs, les effets négatifs, les freins, concrètement, comment ça se passe dans les entreprises. C'est un observatoire, donc il y a une première édition l'an dernier portée par Data Sulting à l'échelle de l'Occitanie. Cette année, elle a été étendue à l'échelle de 3 territoires principaux que sont l'Occitanie, l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Cet observatoire s'adresse principalement aux chefs d'entreprise, mais également sur les responsables finalement d'activités au sein des organisations. On a eu à ce stade 530 réponses, à peu près réparties équitablement entre les différentes régions. L'idée est ici de vous présenter un peu quelques chiffres globaux pour donner quelques éclaircissements par rapport à l'enjeu du jour, et puis on fera un petit focus derrière. Donc, de façon générale, il nous a semblé intéressant là de mettre en lumière 2 éléments importants, je pense, Grégoire et Denis vont venir toucher du doigt. Le premier, c'est quels sont les freins à l'exploitation des données. On sait que des données, tout le monde en possède de façon assez grande, et pour autant, on a du mal à les exploiter, à passer à l'action quelque part. Et clairement, vous voyez, le manque de temps, dans 50% des temps quasiment, est vraiment un des éléments bloquants. Donc, comment trouver le temps, comment trouver les budgets pour répondre à ça. La partie budgétaire revient dans le top 4 des raisons. Le deuxième sujet, c'est finalement un autre sujet qui est un mix technique-techno, c'est le manque de connaissances et les outils non adaptés, les difficultés d'accès aux données. Donc, on a à la fois la partie connaissances humaines, people, les formations et est-ce qu'on a les bonnes compétences pour exploiter, et à la fois la partie technique, aussi bien sur l'outillage que sur la capacité à vraiment pouvoir accéder à tous ces volumes de données, volume ou pas d'ailleurs, mais en tout cas à ces données de façon concrète et précise. Je pense que Grégoire notamment reviendra sur ce sujet qui est vraiment un sujet très important. Pour illustrer un peu plus fortement ce point-là sur la question des outils, si vous êtes encore des grands fans d'Excel, ne soyez pas honteux. Vous êtes comme 62% des gens qui utilisent Excel et Google aujourd'hui pour faire leur pilotage, pour manipuler leurs données. Et ça reste les outils largement les plus utilisés dans ce monde-là, on va dire, malgré toutes les nouvelles solutions qu'on peut voir net sur le marché. On voit qu'elles ne représentent aujourd'hui que 25% des outils de pilotage, donc il y a encore une marge de progression assez importante. Ce qui me semble important de préciser et de montrer aujourd'hui, là, c'est qu'il y a 42% quand même des entreprises qui disent utiliser leur logiciel métier. On voit qu'on va parler santé, donc santé dit aussi des logiciels un peu spécifiques, et ça reste des sources ou en tout cas des outils qui sont utilisés. À notre sens, en tant qu'expert et finalement gens du monde de la donnée, on trouve que souvent la gestion des données dans ce logiciel métier est très bien faite d'un point de vue structurant, intégrité de la donnée, mais très mauvais d'un point de vue restitution et pilotage. Et donc, on aime bien cette présentation-là, ou en tout cas ce chiffre-là, parce que pour nous, on pense que dans ce cas-là, il y a quand même beaucoup de travail à faire pour la partie pilotage et nouveaux services.
Deux chiffres complémentaires, donc vraiment plus axés santé processus. Donc, mea culpa pour nous, on a très très peu de répondants, enfin pour nous, ou en tout cas pour ceux qui ont répondu. D'ailleurs, on vous incitera, si vous êtes dans ce monde-là, à venir répondre à l'Observatoire en vous connectant sur l'URL, vous pouvez répondre à tout moment. Mais très peu de réponses du monde de la santé. Donc, 4 réponses sur 531, voilà, on considère qu'on ne peut pas faire de stats avec ces chiffres-là. Voilà, c'est aussi de notre faute, Simon, on n'a pas bien identifié le secteur santé dans les répondants. Ouais, c'est vrai qu'on l'a mal identifié et pour autant, quand on regarde, il y a effectivement assez peu de répondants de ce secteur. Donc, on a un petit travail à faire là-dessus. On va s'améliorer pour la prochaine itération. Du coup, je vous ai mis 2 graphiques sur la partie plutôt processus et ce premier qui montre un peu les réponses. Donc, sur les 500 réponses, tout le monde n'a pas répondu à la question, on posait des questions sur finalement comment les gens considéraient leur volume de données sur leur CRM, sur leurs outils financiers, et là, en l'occurrence, sur leurs données de production, donc liées plutôt aux ERP, aux logiciels de gestion de métier en tant que tel. Et on voit qu'on a quand même quelque chose qui est assez étonnant, parce que quand on discute avec les chefs d'entreprise, ils sont plutôt en train de dire « des données de production, on en a plein partout », et ça ne représente que 36%, donc c'est déjà pas mal, mais on a quand même 57% qui considèrent qu'ils n'en ont aucune ou peu sur leur processus de production. Donc, c'est vrai que le panel aujourd'hui est représenté à 80% de TPME, donc ça peut peut-être expliquer la réponse, mais ça reste quand même assez étonnant. Et on va voir pour le coup dans la santé, dans les exemples qu'on va adresser, qu'on a plutôt beaucoup de données, on est plutôt dans cette case-là, donc dans les 36%. Oui, tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs avec Grégoire, et ce que disait Grégoire, lui, il a plutôt le discours inverse chez les entreprises qu'il va voir, c'est plutôt on a des données dans tous les sens et limite on ne sait pas trop comment les exploiter tellement on en a et comment choisir les bons indicateurs, etc. Enfin voilà, c'est souvent le problème de trop d'informations tue l'info, c'est un peu trop de data, tue la data dans certains cas de figure. Exactement. Et du coup, le deuxième indicateur, donc les textes sont un peu petits, mais qui présente un peu les actions prévues. Alors, j'insiste sur le prévu parce que pour les 12 prochains mois, donc l'enquête a été faite à l'été, et on voit que dans les tops de réponses, il y a mise en place de nouvelles outils numériques et travailler sur nos processus. Idem, nous, ce qu'on observe sur le terrain, et je pense que Grégoire pourra l'appuyer aussi, c'est qu'il y a l'envie, puis après, il y a la réalité. C'est est-ce qu'on arrive à travailler sur ces processus, ou même sur ces organisations. Vous voyez, à 16% des répondants, donc si on fait la somme des deux, c'est plus d'un tiers des entreprises qui ont prévu de travailler sur leur processus ou leur organisation. Voilà. Est-ce qu'un tiers des entreprises changent leur processus, changent leurs organisations tous les ans autour de la donnée? Ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit, nous, sur le terrain. Donc, c'est intéressant de voir comment l'envie a du mal à se transformer en concret. Et très clairement, au sein de la factory valorisation des données, c'est quelque chose qu'on voit très, très clairement. C'est que souvent, on a plein de bonnes idées, mais on a du mal à les mettre en œuvre. Manque de temps, manque d'outils, manque de compétences. Manque parfois aussi juste de bonnes pratiques et de dire ce n'est pas si compliqué que ça. Et c'est tout l'enjeu des retours d'expérience auxquels on va pouvoir écouter aujourd'hui et qu'on fait plus généralement assez souvent, c'est dire regardez, ce n'est pas forcément si compliqué que ça. Ou en tout cas, nous, on a trouvé des gens qui avaient fait le projet, qui avaient fait ces choses-là. Inspirez-vous-en, vous aussi, lancez des projets de valorisation des données. Donc, voilà un petit peu les chiffres que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Et du coup, Gaël, je te relaisse la place pour présenter nos intervenants. Merci Simon. Écoute, tu as parfaitement tenu le timing. On est 18 avec quelques minutes de retard au démarrage, donc c'est bien. Donc aujourd'hui, on va parler du secteur santé et principalement des usages de la donnée dans ce secteur. Donc pour l'occasion, on a fait intervenir deux personnes que sont Denis et Grégoire. Donc Denis Roux est DSI du groupe Innovi, donc je laisserai présenter par la suite le groupe, mais que vous connaissez forcément si vous êtes sur Montpellier ou dans le sud de la France en tout cas. Et Grégoire Dejabrin, qui est conseil en organisation chez Rational Consulting, et donc qui démarrera cette première présentation de cas d'usage et partage de connaissances. Et donc, je te laisse la main, Grégoire, pour te présenter Rational et puis expliquer les 3 cas d'usage que tu as préparés pour le jour. Ok, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien là? Très bien. C'est bon. Donc, alors le cabinet Rational Consulting, nous, on est un cabinet de conseil en organisation et en stratégie IT. On adresse surtout des PME et des ETI avec une réflexion qui est vraiment en accompagnement, en maîtrise d'ouvrage. On se place entre l'informatique et le métier pour faire dialoguer ces deux mondes qui parfois ont du mal à se comprendre.
On a un cabinet d'une quinzaine de consultants. On a surtout des offres sur du diagnostic IT, organisation et stratégie IT, de l'aide au choix sur du PLM, de l'ERP, du CRM, du SIRH, enfin tous les outils. Et notre leitmotiv, c'est vraiment de mettre le métier avant tout, commencer par parler de processus, de modélisation de processus, faire sauter les cloisons entre les métiers et après choisir les bons outils. On a tous des expériences de mise en place d'ERP ou d'outils métiers best of breed. Et donc, on sait voir quels peuvent être les problèmes que vont rencontrer les gens dans leur projet, que ce soit en termes de conduite du changement, en termes de recettes, reprise des données. Et on est indépendant. Ce qui est très important, c'est qu'on est indépendant. On n'est marié avec aucun éditeur d'ERP ou d'outils métiers. On travaille vraiment en indépendance. On choisit le meilleur outil qui va bien pour le meilleur besoin. Alors aujourd'hui, pourquoi je suis là, c'est pas tellement parce que je suis chez Rationnel, c'est surtout que je suis chez Rationnel depuis 1 an et demi. Et avant, j'étais DSI du groupe Bastide Médical, que vous devez certainement connaître, qui est un prestataire de santé à domicile basé à Nîmes et qui est assez connu, qui est nationalement étendu et pour lequel on a travaillé pas mal sur les sujets de la data. Et donc, je vais vous présenter 3 cas d'usage par rapport à ça. Alors, la première chose, c'est le dossier patient. Alors, tout le monde entend parler du DMP, qui a eu des succès plus ou moins grands. Alors, la première chose que je voulais signaler, c'est qu'un prestataire de santé à domicile, ce n'est pas comme un médecin, une pharmacie ou un laboratoire. Il n'y a pas d'obligation, enfin c'est en train de venir, mais il n'y avait pas d'obligation jusque-là de rentrer dans le mode Sésame Vital, de dématérialisation des documents, de digitalisation des processus en relation avec les caisses d'assurance maladie. Il y a des volumes de données qui sont extrêmement élevés. Alors, je disais à Gaël et Simon que j'étais étonné qu'il n'y ait que 25% des gens qui considèrent qu'ils ont un volume de données important. Moi, j'ai toujours vu des entreprises qui avaient plutôt trop de données que pas assez de données. Et des grosses problématiques pour identifier ces données, identifier les données qui correspondent aux patients, savoir les données dont on a vraiment besoin. Il y a une vraie problématique par rapport à la RGPD, puisque quand j'étais chez Bastide, il y a eu la RGPD est passée, et donc on a dû beaucoup retravailler sur les données personnelles, ce que c'était, quelle était la donnée dont on avait besoin vraiment par rapport à la facturation et par rapport au suivi médical du patient. Encore une fois, un prestataire de santé, ce n'est pas un médecin. Il y a des infirmières au sein des effectifs, mais ces infirmières ne font pas d'acte médical. Donc, on est toujours sur le fil entre est-ce que j'ai le droit de récupérer une donnée d'un patient ou est-ce que je n'ai pas le droit, et si j'ai le droit, comment je le justifie. Alors, à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, mais c'était le directeur juridique qui était le DPO. Donc, il y a eu un gros travail déjà d'identifier la donnée et de savoir si on pouvait être compliant avec l'RGPD. D'autant plus compliqué que l'ERP de Bastide est SAP depuis l'année 2000. Donc, ça 20 ans de SAP avec des volumes de données très conséquents et une société qui a extrêmement grandi avec un début plutôt orienté vers des magasins et aujourd'hui 7 domaines d'activité stratégiques avec des clients en B2B, en B2C et en B2B2C. Donc voilà, des problématiques très complexes à gérer dans l'ERP et dans les outils qui gravitent autour de l'ERP. Et donc, il y a eu un travail assez conséquent des équipes pour aligner tout ça. Sécuriser les données aussi. Alors, on parle beaucoup d'hébergement de données santé. Donc, il y a eu un travail sur la mise en place de serveurs hébergés dans des data centers compliant HDS. Et alors, la vraie problématique du dossier patient, finalement, c'était de se demander est-ce qu'on pouvait gérer des données de santé et des dossiers patients, des fonctionnalités métiers patients dans l'ERP, où il fallait utiliser des outils best of breed. Il y a des outils qui sont assez utilisés dans le milieu des PSAD, mais plutôt pour des structures de petite taille qu'on a testé. Alors, il y avait des franchisés, des magasins franchisés qui utilisaient ces outils-là. Donc, il y avait une grosse difficulté à faire discuter ces outils-là avec le SAP. Et donc, honnêtement, je n'ai pas vraiment répondu à la question de est-ce qu'il fallait rester dans SAP ou est-ce qu'il fallait utiliser des outils du marché. Il y avait du pour et du contre des deux côtés. La vraie question, c'était l'interopérabilité et comment on arrivait avec des API à faire dialoguer les divers outils.
Voilà pour le premier cas d'usage, le dossier patient, la donnée du patient. La deuxième chose, c'est qu'assez vite, comme je vous disais, les PSAD n'étaient pas forcément poussés au début pour passer dans une dématérialisation. Mais petit à petit, on a fait pas mal de rencontres avec la CNAM, avec le ministère de la Santé. Ils ont poussé à ce que tous les prestataires de santé rentrent dans la démarche de Sésame Vital qui permet de dématérialiser la facturation. Alors, quand je suis arrivé chez Bastide, la facturation, c'était 200 personnes qui faisaient des feuilles marron, la super feuille de facturation. Et alors, la difficulté qui a été rencontrée, c'est de dématérialiser la feuille de soins, d'avoir la feuille de soins électronique, puisque la CNAM demande à ce qu'il y ait un agrément des outils utilisés fait par la CNAM. Donc, quand vous voulez faire un agrément de tous les écrans SAP qui correspondent à de la facturation, imaginez que c'est quelque chose de pas simple. Alors, il y a un choix qui a été fait à l'époque, c'était de passer par un agrégateur qui s'appelle Area Santé, qui permet, qui lui a l'agrément Sésame Vital et qui lui permet de dématérialiser les documents. Donc, il y a, alors j'ai mis un peu tous les sigles qui sont utilisés par le Sécu. Il y a la dématérialisation de la feuille de soins, il y a ADRI, c'est la mise à jour automatique des informations du patient. C'est comme quand vous allez chez le pharmacien mettre à jour votre carte de Sécu. Et là, il y a un automatisme qui permet de récupérer les informations un jour. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que les patients changent, sont parfois sous tutelle d'un autre. Donc, ces informations se mettent à jour assez régulièrement et la facturation qui en découle est très complexe puisque liée à ça. Et le dernier point, c'est la dématérialisation des documents, des justificatifs, donc ce qu'ils appellent SCORE, qui permet au lieu d'avoir des kilomètres et des kilomètres de papier, ce qui était le cas, il y avait même un entrepôt dédié à l'ensemble des papiers qu'il faut garder un certain nombre d'années pour la Sécu, et donc tout dématérialisé au niveau de la CNAM. Donc ce projet-là a duré, moi j'étais 3 ans et demi chez Bastide, il a duré 3 ans et demi, il n'était pas terminé quand je suis parti, et il était lié aussi à l'hébergement. Et derrière ça, il y avait aussi un travail qu'on a mené avec EIT Soft sur la partie workflow, puisque le document du patient suit un certain cheminement dans l'entreprise à plusieurs étapes de facturation. Il y a la préfacturation et la facturation finale. Donc, on a développé des workflows pour que automatiquement un certain nombre d'actions soient faites et que les choses que l'on ne voit pas aujourd'hui quand on va chez le médecin, on met sa carte de sécu, on ne voit rien. C'était l'enjeu, c'est d'arriver à ça chez un prestataire de santé. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un magasin Bastide, mais c'était plutôt une demi-heure à attendre qu'il y ait le bon document, qu'on imprime, on scanne la carte d'identité 4 fois, on fait un chèque de caution. Voilà. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'améliorer ça. Et le troisième cas d'usage, c'est plus là sur la prospection. Alors, en 2018, il y a eu un décret qui changeait la prise en charge de l'apnée du sommeil. Donc, l'apnée du sommeil, vous savez, c'est des gens qui, la nuit, arrêtent de respirer un certain nombre de fois. Je connais bien ce sujet parce que je suis moi-même apnéique et qui sont équipés d'une pompe qu'on appelle une PPC, d'une pompe à pression continue. Alors, je pense que vous savez tout ce que c'est. Mais... et en 2018, il y a le décret a imposé aux prestataires de santé. La première chose, c'est de télésuivre les patients, c'est-à-dire d'avoir une connexion avec le patient, alors généralement du Wi-Fi de la maison ou alors une carte 4G sur la PPC, et de vérifier l'observance et le payeur conditionnait le remboursement de ces apnées de sommeil et de ce traitement-là à l'observance. C'est-à-dire que le patient, on sait que pour que le traitement soit efficace, il faut qu'il ait au minimum 4 heures la pompe par nuit. Et donc, en fonction de ces critères-là, est-ce qu'il était suivi, est-ce qu'il est observant entre 0 et 2 heures, entre 2 et 4 heures et plus de 4 heures, le remboursement de la sécurité sociale auprès du prestataire de santé était différent, donc conditionné à ça. Donc, vous imaginez que le volume de données de chaque pompe, de chaque patient était assez astronomique. Il a fallu mettre en place des connexions déjà sur toutes les pompes, changer certains modèles de pompes qui n'étaient pas
télésuivis et qui ne pouvaient pas l'être, récupérer ces big data, on va dire, et après faire des algorithmes pour pouvoir demander le remboursement à la sécurité sociale. La question qui s'est posée à cette époque-là, c'est est-ce qu'on fait ça dans SAP ou est-ce qu'on fait le calcul de ce remboursement en dehors de SAP. Alors, la décision a été prise de le faire dans SAP, puisque toutes les informations du patient et toutes les informations de facturation étaient disponibles dans SAP. Et donc, on a fait un algorithme qui est très compliqué parce que le début du traitement n'est pas le même pour chaque patient. La façon de gérer le traitement n'est pas la même en fonction de l'âge du patient, en fonction de comorbidité, etc. Donc, il a fallu redévelopper tout ça. Ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir automatiquement demander à la sécurité sociale de rembourser le bon montant correspondant au bon traitement. Et on était un peu aussi dans la prospection, puisque vu qu'on avait un volume de données assez important, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant, je veux dire, d'avoir du prédictif. C'est-à-dire que le patient, s'il est observant aujourd'hui et qu'il l'a été pendant 20 ans, potentiellement, un jour, il peut ne plus l'être. Et il y a un certain nombre de signes avant-coureurs qui permettent de définir ça, puisque la machine, elle mesure le temps que vous avez utilisé la pompe, mais aussi s'il y a des fuites dans la machine, la pression qui est appliquée et les changements de position du patient. Et donc, avec ça, on a développé un algorithme qui permet de prédire et alerter et avoir un tableau de bord d'alerte sur les patients. Donc, les techniciens savaient que tel patient, potentiellement, il pouvait, à court ou moyen terme, devenir inobservant et que ça a déclenché une action de maintenance et de suivi du patient. Donc, les techniciens appelaient le patient pour comprendre ce qui se passait et essayer de l'aider à mieux utiliser sa PPC et à mieux suivre son traitement. Voilà mes 3 cas d'usage. Et Gaël, si tu parles, on voit pas, il n'y a pas ton micro. Merci de le rappeler, Grégoire. Je parlais tout seul, mais du coup, peut-être avant de donner, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les pousser. Moi, j'en ai une. C'est est-ce que entre le avant ce changement-là et après, on a observé, même chez les patients, est-ce que vous avez analysé les retours des KPI qui permettent de voir l'impact du avant-après ces modifications-là? Ouais, alors ce qui était assez surprenant, c'est que ce qu'on imaginait être l'observance des patients n'était pas vrai en fait. Donc, ils avaient des KPI qui étaient plutôt du qualitatif sur ce qu'on imaginait être l'observance des patients. Et une fois qu'on a eu les vrais indicateurs qui mesuraient ce que la machine donnait, c'était complètement faux. Et ça, c'est un KPI qui est hyper important parce que ça détermine si on va être bien remboursé par la sécurité sociale, mais aussi l'action qu'il va falloir faire auprès de certains patients. Je sais qu'il y avait certains patients qui étaient inobservants. On savait que de toute façon, ils n'avaient jamais été observants et qu'il n'y avait pratiquement rien à faire pour eux, et d'autres, en revanche, qui étaient borderline et sur lesquels il fallait bien travailler. Donc, d'un KPI qui était plutôt qualitatif, on est passé sur un KPI très quantitatif et qui, aujourd'hui encore, je pense, apporte beaucoup de visibilité sur le business, finalement. Ok, clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il suffit d'ouvrir votre micro pour poser vos questions à Grégoire. S'il y a un cas d'usage qui vous a peut-être interrogé. Gaël, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Audrey. Salut. Bonjour, excusez-moi pour le retard. Merci pour cette présentation. Alors, je n'ai pas vu le cas d'usage numéro 1. En revanche, j'ai bien suivi le numéro 3 et j'aurais une question relative à effectivement le fait d'utiliser les données et de pouvoir obtenir des prises en charge de la part de la sécurité sociale parce que on sait que ça reste quand même complexe. On est en train de faire changer les modèles et je voulais savoir quel avait été le niveau de challenge pour vous au regard des données fournies ou en tout cas renseignées pour monter un tel dossier auprès de la sécurité sociale, et est-ce que vous avez trouvé ça facile ou difficile? Alors, j'ai trouvé ça très difficile parce que la sécurité sociale, en tant que payeur, c'est jamais très simple. Mais surtout, en plus, la règle, le décret de 2018, on l'a travaillé depuis 2017. Pendant un an, moi, j'ai fait des allers-retours au ministère de la Santé pour comprendre. Eux-mêmes apprenaient en marchant et le décret a beaucoup bougé avant d'être finalisé. L'autre sujet, c'est qu'il y avait eu des premières étapes, je crois en 2016, de la part du ministère de la Santé. Ils avaient commencé à parler de ça. Donc, il y avait certains prestataires de santé qui s'étaient déjà équipés de pompes télésuivies. Alors, ça n'avait pas été le choix de Bastide, mais imaginez équiper je ne sais plus combien, il y avait 20 000 patients
du jour au lendemain de pompes télésuivies. Ça a été un gros challenge technique, alors là, qui était plus géré par l'équipe de suivi de la maintenance que l'équipe IT. Mais en revanche, d'un point de vue informatique, en effet, récupérer des données. Alors, en plus, il n'y a pas qu'un fournisseur de PPC, il y en a plusieurs qui ont des modèles et des API différents les uns des autres. Et aussi la question du volume de données qui a été aussi très compliquée parce que ça faisait des très gros volumes de données par jour à récupérer. On a choisi un peu de les agréger d'entrée de jeu pour éviter de faire transiter des volumes énormes de données. D'accord. Et j'ai une autre question. Est-ce que dans le cadre de vos projets, du coup, puisqu'on est quand même sur de la donnée patient, comment vous avez anonymisé les données? Vous les avez pseudonymisées? Vous avez fait de la table de correspondance? Comment vous avez géré ça? Alors, je dois vous avouer que je ne sais plus comment ils ont fait. Je sais que dans SAP, en tout cas, enfin, le patient, de toute façon, est identifié dans SAP, mais on est obligé quand même de garder le nom du patient pour les questions de facturation. Et après, il y a juste une question d'archivage réglementaire au bout du délai d'archivage. D'accord, merci. Moi, j'avais une Question. Oui. Ouais, j'enchaîne, mais c'est sur le temps. En fait, c'est ce projet-là, entre le début, tu as dit que tu avais commencé à faire du lobby en 2017, mais par rapport au temps de mise en œuvre derrière, de développement donc, de toute la partie capteur, intégration SAP, ainsi de suite, c'est quoi quand est-ce que vous avez commencé à pouvoir vraiment faire un peu de prédictif et de maintenance déjà, parce que c'était pour vous, et puis d'envoyer de l'info vers les clients, quoi. Alors, ouais, comme tu dis, il y a eu 1 an de lobbying. Après, dès qu'on a vu que le décret allait sortir en 2017, il y avait déjà eu des actions faites auprès des fournisseurs pour récupérer des nouvelles machines, changer le Wi-Fi des machines, etc. Donc, et au final, il y a une task force qui s'est faite un peu à la fin quand le décret est sorti. Et je dirais en 3-4 mois, on avait toutes les machines, les outils prêts à récupérer les données. Ce qui était le plus long, c'est le développement dans SAP de l'outil de facturation qui, lui, a pris, je dirais, entre 4 à 5 mois, avec beaucoup d'allers-retours, parce que ça conditionne directement le chiffre d'affaires de ce domaine d'activité-là. Donc, tu sors le chiffre d'affaires, tu réajustes, il y a eu beaucoup d'allers-retours, de tests et de recettes très poussées de l'outil. Finalement, pas si long que ça. 5-6 mois à l'échelle d'un Oui, projet. bah, en fait, c'est pas si long, honnêtement. oui, c'est clair. Après, bon, j'avais la compétence en interne sur le développement SAP. Et de toute façon, on était un peu contraint par le décret. Donc, on n'avait pas trop le choix que de se mettre en mode task force. Très bien. Si on n'a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à Denis, qui va se présenter de la même manière et qui va pouvoir présenter Innovi de manière un peu plus large pour ceux qui ne connaissent pas le groupe. Denis, je te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis DSI du groupe Innovi depuis quelques mois, après un passage de 2 ans à l'hôpital européen de Marseille comme DSI aussi. C'est donc une présence dans la santé plutôt récente, puisqu'avant j'étais sur un tout autre domaine d'activité. Donc, le groupe Innovi, en Occitanie, que ce soit côté Toulouse ou Montpellier, en général, c'est assez connu, puisqu'on est un groupement de labos d'analyse très répandu dans le sud de la France. Bon, les noms connus, vous le voyez sur l'image de notre siège, c'est Labo Sud côté Montpellier et c'est CBM ou Laboratoire des Cèdres côté Toulouse. Donc, on fait de l'analyse de l'analyse de sang, analyse d'urine, donc tout ce qui est biologique que vous pouvez connaître déjà. Notre activité est en train de s'étendre, de s'élargir un petit peu sur d'autres sujets. Mais pour l'instant, la quasi-totalité est sur l'analyse médicale, un petit peu d'analyse vétérinaire aussi. Donc, nous avons donc sur la slide que j'ai mis 460 sites dans toute la France. On sera à 600 en fin 2022. Et on commence à s'étendre à l'international, notamment en Afrique et dans les pays du Golfe, où on commence à être pas mal présent. On traitait donc en 2020 20 millions de dossiers dans l'année, donc 20 millions de prises de sang, de dossiers d'analyse. Ça va monter à 25-28 millions là rapidement. Donc on est en pleine croissance.
Le marché de la biologie médicale en France était avant représenté par de nombreux petits acteurs, plutôt des laboratoires de quartier, et ce marché s'est consolidé en grands groupes. Il y a 4 grands groupes en France, donc on est numéro 2 sur la biologie de routine. Bon, comme vous l'avez vu, on continue à progresser. Et on est numéro 3 en biologie spécialité. La biologie spécialité, c'est des analyses moins courantes qui sont confiées à certains labos, puisque tous ne les font pas. Un cholestérol, une glycémie, tous les labos vont savoir faire des recherches un petit peu plus sophistiquées, avec qui demandent des machines particulières. C'est envoyé dans des centres, dans des plateaux techniques spécialisés. Et donc, sur ce sujet-là, nous sommes 3e en France. Nous avons des activités aussi au niveau génétique, au niveau fertilité, puisqu'il y a eu à peu près 2500 naissances l'année dernière grâce à nos activités autour de la fertilité. Et nous assurons aussi la partie labo d'analyse de beaucoup de cliniques privées, et ce qui représente 18 000 lits d'hospitalisation. Et cerise sur le gâteau, le siège d'Innovi, donc siège monde, on peut dire, est à Montpellier, voilà, dans des bâtiments tout neufs. Vous voyez la photo là-haut. Voilà, donc dans la santé, évidemment, il y a plusieurs enjeux autour de la donnée. J'ai essayé de découper en trois thèmes principaux. Ce que j'ai beaucoup vécu au niveau hôpital, mais que je vois aussi au niveau d'Innovi, c'est d'énormes contraintes sur la conservation des données qui doit être très longue. Dans un hôpital, toutes les données liées à la santé du patient doivent être conservées 20 ans. Et c'est 20 ans à partir de la majorité du patient. Donc, un bébé que vous avez eu qui avait 1 an, vous devrez conserver les données de ses examens qu'il a fait quand il avait 1 an pendant 38 ans. Avec toutes les contraintes de compatibilité, de migration de logiciels, d'obsolescence de formats de fichiers qui doivent être absolument adressés puisque vous avez cette obligation de conserver ces données. Donc, ça fait non seulement du volume, et le volume est totalement exponentiel. Un dossier médical, il y a 15 ans, c'était quelques lignes de texte, ça ne prend pas beaucoup de place. Mais maintenant, quand on doit conserver aussi un scanner avec 15 000 ou 20 000 coupes en haute définition, c'est plusieurs gigas d'examen, plusieurs gigas que pour cet examen. Donc, les volumes de données sont très importants. Pour vous donner une idée, l'hôpital européen où j'étais, c'est un hôpital de 600 lits, donc on va dire de taille moyenne. On avait en stockage pour l'imagerie 1,5 péta. Donc, c'est quelque chose qui est très complexe à manipuler, à conserver, et qui demande en permanence d'augmenter de taille, puisque les nouveaux équipements font des images encore plus précises et encore plus volumineuses. Donc, ce que je disais, oui, la relecture de ces données, puisqu'on doit pouvoir consulter un dossier patient, une analyse médicale une analyse de biologie côté Innovi, c'est pareil, c'est de la même manière. On doit pouvoir relire et rééditer le compte rendu validé 15 ans, 20 ans après. Et c'est des choses qui sont demandées. Il y a des réels besoins. Je me souviens à l'hôpital des sujets, des questions qui étaient posées sur des enquêtes notamment liées à l'amiante. Des gens qui avaient été exposés à l'amiante ont remonté très loin dans le dossier du patient pour faire des enquêtes, pour essayer de trouver l'origine. La génétique aussi, à partir du moment où on va avoir besoin de stocker ne serait-ce qu'une partie du génome d'une personne, ça prend énormément de place et il y a des besoins de conservation là-dessus aussi. Donc, beaucoup de stockage dans la durée, très difficile à manipuler. Bien évidemment, toutes ces données doivent être particulièrement sécurisées, elles sont très convoitées. On a vu le nombre d'hôpitaux et d'établissements de santé qui ont été attaqués récemment. Donc, il faut appliquer un maximum de règles de sécurité. Nous avons des contraintes des autorités de santé sur la manière de sécuriser. Ils vont jusqu'à préconiser des modèles de firewall, des marques d'outils à mettre en œuvre. On a aussi un besoin d'avoir une politique de sécurité très stricte.
comme je vous disais, avec des contraintes qui sont imposées par les autorités de santé. Donc ça, c'est des choses qu'on met en œuvre et qu'on suit, puisque ça évolue en permanence. Certains établissements, bon, Innovi n'en fait pas partie, mais certains établissements, gros hôpitaux avec un service d'urgence peuvent avoir une qualification OIV, donc organisation d'importance vitale, ou OSE, organisation de services essentiels. Et dans ce cas-là, des contraintes supplémentaires arrivent. Bon, évidemment, les listes de ces OIV et OSE sont confidentielles, mais les établissements qui rentrent dans cette qualification doivent encore apporter des contraintes supplémentaires sur la sécurisation de leurs données. Côté Innovi, plus précisément, avant, c'était plusieurs laboratoires séparés qui avaient peut-être 5 000, 10 000, 20 000 patients. Donc, il y avait un volume de données modeste qui était potentiellement exposé et qui était potentiellement à risque. Le regroupement qu'on a fait chez Innovi fait que de 15 000, 20 000 dossiers, on en a 20 millions qui peuvent potentiellement être exposés. Donc, les fuites de données auraient tout de suite des conséquences beaucoup plus désastreuses, ou du moins désastreuses sur beaucoup plus de monde. Donc, il faut faire très attention. Au niveau sécurisation, donc on a parlé attaque, mais il y a aussi la sécurisation au niveau de la fiabilité de la donnée, puisque un même patient va avoir un numéro interne différent suivant les établissements de santé. Et donc, il est en permanence nécessaire de faire des rapprochements d'identité et de vérifier l'identité réelle du patient par rapport à ce qu'il a déclaré. Un exemple tout bête, vous groupez un tube sanguin avec un patient qui a prétendu appeler Monsieur Dupont et il est groupé A positif pour son sang, il a besoin d'une transfusion, on récupère cette information, pas de bol, il y avait eu une usurpation d'identité, vous risquez de tuer le patient si vous ne lui injectez pas le bon groupe. Donc il y a vraiment tous les sujets autour de l'identité du patient pour permettre de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur à ce sujet-là. Grégoire a parlé rapidement du DMP, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, puisqu'il y a obligation à partir du mois de janvier de l'alimenter complètement. Donc nous travaillons beaucoup sur cette partie interopérabilité. Et donc, au niveau de l'identité du patient, ce qui arrive aussi d'ici la fin de l'année, enfin, qui est arrivé mais qui n'est pas encore en œuvre parce que les éditeurs logiciels ont pris de retard, c'est l'identité nationale de santé qui va faire que vous allez avoir un numéro unique quand vous passez dans un hôpital, un labo d'analyse ou chez un médecin, qui va permettre plus facilement de faire les rapprochements de dossiers qui sont éclatés parmi les différents professionnels, de faire ce rapprochement dans le DMP pour consolider toutes les informations. Toutes les données de santé, évidemment, on ne les garde pas pour nous-mêmes. Hein. L'intérêt, c'est de les communiquer à la fois aux patients et aux professionnels de santé qui a prescrit les examens. Et donc, on a un gros sujet autour de cet échange de données, heureusement avec des protocoles qui sont plutôt normés dans le domaine de la santé. Mais tous ces échanges doivent se faire de manière sécurisée via des liens spécifiques. Vous avez entendu parler de messagerie sécurisée de santé, donc de DMP avec des échanges sécurisés et de protocoles d'échange qui permettent de conserver la confidentialité tout au long du transfert. Donc, gros travail actuellement sur ce partage avec des projets de création d'un portail patient à destination à la fois du patient et des professionnels de santé pour mettre à disposition plus facilement l'information des autres. L'information est ultra confidentielle et tout le paradoxe, c'est qu'on doit la communiquer aux personnes qui en ont besoin et qui sont habilitées à la lire. Donc, voilà tout ce que je pouvais dire autour des enjeux, autour de la santé. Je vais vous parler rapidement, parce que j'ai dû prendre du retard, de 3 cas d'usage autour de la donnée. Le premier cas d'usage qui concerne plutôt les hôpitaux. Depuis 2004 est apparue la tarification à l'activité. Donc, depuis cette période-là, quand vous êtes hospitalisé pour une pathologie spécifique, chaque pathologie est codifiée et que vous restiez 3 jours, 5 jours, 10 jours, qu'il y ait complication ou pas, l'hôpital sera payé le même prix. C'est forfaitisé. L'hôpital sera payé le même prix. Alors, ça a eu pour conséquence une baisse des ressources des établissements de santé qui roulaient déjà pas sur l'or.
Et donc, il a fallu mettre au point des solutions pour essayer d'améliorer d'optimiser cette facturation, puisque la tarification à l'activité permettait tout de même de faire des majorations. Par exemple, vous êtes hospitalisé pour une appendicite, il y aura le prix de l'appendicite, je schématise énormément, mais il y aura donc un tarif pour cette appendicite, que vous restiez 3 jours, 5 jours, 10 jours, mais derrière, si vous avez de l'hypertension, si vous avez eu un problème par le passé, on peut ajouter une majoration parce qu'il y a eu un suivi particulier. Donc, tout l'objectif va être de remonter dans la vie du patient pour collecter un maximum d'informations, un maximum d'indices qui vont nous permettre d'appliquer des majorations. Donc pour ça, on a évidemment les données de facturation de base qui sont ce pourquoi le patient est venu. Mais ce patient, peut-être qu'on l'a déjà vu, et donc dans les bases de données des dossiers patients, on peut avoir des informations, peut-être qu'il est venu pour autre chose à un autre moment, qui va nous donner des indices pour trouver une majoration possible. Pendant le séjour, on a évidemment, notamment pendant qu'il était au bloc opératoire, on a collecté des données vitales. Ces données vitales peuvent être analysées pour voir s'il n'y a pas eu des choses bizarres qui pourraient déceler une anomalie qui nous permettrait encore d'optimiser ça. Et bien évidemment, nous avons les ordonnances des professionnels de santé qui nous ont été envoyées, les comptes rendus de précédentes hospitalisations, les courriers des spécialistes qui nous l'ont envoyé, donc qui là sont de la donnée qui n'est pas structurée, c'est du fichier texte, c'est du PDF, c'est du scan, c'est de l'image. Et donc, il y a deux sociétés en France qui ont mis au point un système d'intelligence artificielle qui s'installe sur place, qui demande beaucoup de ressources évidemment, mais qui s'installe sur place, qui permet de collecter toutes ces données, collecter la facturation de base en entrée et proposer une facturation optimisée. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de gagner. À l'échelle de l'hôpital où j'étais, c'était une optimisation qui dépassait le million d'euros par an pour une licence qui était à 150 000. Donc, il y avait quand même une rentabilité très forte là-dessus. Rentabilité qu'on pouvait encore améliorer en donnant à manger encore plus de documents à notre système, puisque là, on n'était qu'au début du paramétrage. Et donc, progressivement, on rajoutait des documents pour le traitement et l'analyse. Donc ça, c'est quelque chose qui est vital pour le financement des hôpitaux. Deuxième cas d'usage, sur lequel j'avais travaillé un petit peu à l'hôpital et sur lequel on va retravailler donc côté Innovi. Vous avez tous probablement entendu parler d'un antibiogramme quand on recherche un germe qui a déclenché une pathologie. Je donne l'exemple sur une analyse d'urine, par exemple, c'est plus parlant. Ces germes, on les expose à différents antibiotiques. On les fait pousser dans des boîtes de pétri et on les expose à plusieurs antibiotiques pour savoir quel est l'antibiotique qui va le mieux fonctionner, quel est l'antibiotique qui ne fonctionnera pas du tout. Et donc, ce test demande de faire pousser les bactéries et ensuite de les exposer à un antibiotique. Et on a besoin de 2 jours. Donc, la personne qui est malade, qui a vu son généraliste, qui lui a prescrit une analyse d'urine, il sait qu'il a une infection parce que la bandelette était positive. Et donc, le médecin lui dit, voilà, on va faire l'antibiogramme et puis dans 2 jours, vous revenez et je vous donnerai l'antibiotique qui va bien. Et pendant 2 jours, la personne, elle n'est pas soignée parce qu'on attend le résultat de l'antibiogramme. Donc, l'idée était d'utiliser un modèle, alors là, on n'est pas sur de l'IA, on est vraiment sur des algorithmes et de la statistique, d'utiliser le volume de données qu'on a sur tous les antibiogrammes qu'on a fait, corrélé avec l'âge, le sexe du patient et sa localisation, puisqu'on s'est rendu compte que pas l'adresse réellement, mais l'emplacement, dans quelle ville il est, à la limite même dans quel quartier. Toutes ces informations nous permettaient de prédire avec une précision pas trop mauvaise l'antibiotique qui a le plus de chances de fonctionner. Donc, ça va permettre directement de communiquer avec le généraliste pour lui dire
essaye de mettre celui-là d'antibiotique. Il y a des grandes chances pour que ce soit le bon. Et au pire, si ce n'est pas le bon, on changera dans 48 heures. Mais par rapport à ce que faisait le généraliste avant, c'est-à-dire que au nez, il mettait un antibiotique en attendant, en espérant que ce soit le bon. Mais là, on a une aide à la décision et avec un taux de réussite qui est très bon. Donc ça, on va aussi le mettre en place à destination des professionnels de santé avec qui on travaille, au niveau de notre portail patients et professionnels de santé, pour pouvoir aider et accélérer la prise en charge correcte du patient. Voilà pour ce deuxième cas d'usage. Un troisième cas d'usage, alors là, qui est tout bête, qui est super efficace, et je vous expliquerai après pourquoi il est très difficile à mettre en œuvre. Toutes nos automates qui permettent de faire les mesures, alors vous allez mesurer une glycémie, un cholestérol ou n'importe quoi, les automates ont bien évidemment besoin d'étalonnage régulier pour être sûr qu'il n'y a pas de dérive. Et un étalonnage, ça prend plusieurs heures, ça coûte cher parce que vous allez acheter un produit qui a une dose hyper précise, hyper calibrée. Les constructeurs de matériel vous vendent ces produits très chers et vous devez immobiliser votre machine tout le temps du calibrage. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est partir du principe que vous allez mesurer un potassium. La population a toujours le même niveau de potassium en moyenne. Et donc, vous allez réaliser des moyennes mobiles sur les mesures que vous avez faites. Et si vous constatez une dérive, vous allez pouvoir ajuster et vous recaler. Donc, bien évidemment, il y a des limites et on n'échappe pas aux étalonnages. Mais par contre, au moment où vous avez détecté qu'il y avait une erreur, vous devez remonter toutes vos analyses que vous avez faites 4 heures, 8 heures, 12 heures avant et les repasser. Ça veut dire repasser tous les tubes. Donc, en plus de l'immobilisation de l'automate suite à l'étalonnage, vous avez tous ces tubes à repasser qui va vous prendre un certain temps. Et si vous avez surveillé avec votre moyenne mobile, vous allez pouvoir affiner la fenêtre sur laquelle vous allez devoir repasser vos tubes et réduire ce temps, réduire ce travail en double. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre, qui peut aussi s'appliquer dans plein d'automates au niveau de l'industrie. Ce n'est pas spécifique aux automates de biologie. Et le gros problème, c'est que comme les constructeurs d'automates nous vendent à prix d'or leur liquide d'étalonnage, ils nous mettent un peu des bâtons dans les roues pour accéder aux données de mesure directes sur les appareils pour pouvoir faire ces traitements. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de négocier, qui ont été mis en place avec certains automates, mais très peu pour l'instant, et qu'on essaye de généraliser. Voilà pour ce troisième cas d'usage. Je n'ai pas regardé l'heure, je ne sais pas si j'ai... Mais c'est très bien, Denis. Non, c'était dans les temps, il n'y a pas de souci. Du coup, je ne sais pas s'il y en a dans l'audience qui ont une ou des questions à poser à Denis suite à sa présentation des 3 cas d'usage. Sinon, j'en ai quelques-unes aussi. Puis je vois que Simon allume sa caméra, donc il y en aura sûrement aussi. Bon, je pense que là, on approche de l'heure du déjeuner, donc il y a moins de questions. Moi j'avais une question relative au RGPD, parce qu'en fait, il y a pas mal d'usages et que vous avez présenté tous les deux, hein, Grégoire et Denis. Moi, je me pose des questions de la contrainte RGPD où on croise des données. Là, tu parlais tout à l'heure de données de facturation, mais aussi des données de santé de la personne pour arriver à détecter un certain nombre de choses. Aujourd'hui, comment vous intégrez les contraintes RGPD? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous êtes bloqué, des usages où vous dites, ben voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas avancer, ou alors ce sujet-là, le cas d'usage où on croise des données de facturation avec des données de santé sur un patient, quelles sont les contraintes en fait? J'ai pas trouvé de cas bloquant pour l'instant. Bon, mais on a une DPO qui est avocate et qui nous surveille de près. Donc, chaque fois, je lui soumets les cas. Et pour l'instant, on a toujours trouvé des solutions. À partir du moment où on se base sur le principe que la donnée qui ne nous sert pas, on ne la stocke pas, on arrive toujours à trouver des solutions. Sur l'étalonnage, là, par exemple, des automates, c'est de la donnée totalement anonyme, puisqu'un automate ne connaît pas le nom du patient. Le nom du patient est
connu dans notre logiciel de gestion de patients, mais l'automate, lui, ne connaît que des numéros de tube. Donc, partant de là, le RGPD ne s'applique plus puisque c'est totalement anonyme. Et il n'y a le lien entre le numéro de tube et le patient n'est fait que dans le logiciel de gestion des patients qui est au-dessus et qui n'est absolument pas utilisé ici. Pour la facturation, dans les hôpitaux, vu que la facturation dépend de la pathologie du patient, bien évidemment, on est obligé d'avoir cette information. Et de toute façon, cette information n'est là que pour le soin apporté au patient. Donc, ce n'est pas quelque chose qui avait été rejeté, qui avait posé problème non plus. Ce qui serait délicat, c'est de communiquer des informations du patient ou faire avaler des informations du patient à notre intelligence artificielle qui ne vient pas de notre établissement. Mais là, ce n'était pas le cas puisque c'était que des informations qu'on avait en interne et qu'on doit conserver. Ok, très clair. Marie, tu as peut-être une observation là-dessus? Oui, alors je pense par rapport au monsieur au début, je pense de HospiID, qui disait effectivement on se sent complètement stressé et contraint par le RGPD. Je pense qu'il faut quand même arriver à se décomplexer par rapport à ces sujets. C'est vrai que quand le RG est entré en vigueur, on a beaucoup communiqué en disant ça va être la catastrophe, on n'aura plus le droit de traiter des données. Il y a toute une communication de la CNIL aussi qui a été quand même assez contraignante et qui a fait un peu peur à tout le monde. Moi, mon analyse, elle est plus pragmatique et c'est de dire qu'à partir du moment où on arrive à justifier pourquoi on traite les données et à expliquer dans quel but on le fait, on doit toujours trouver des solutions. Alors, il y a des choses qui sont, enfin, surtout dans le domaine médical, il y a des choses qui sont complètement interdites, c'est-à-dire qu'on n'a, par exemple, pas le droit de vendre des bases de données médicales et de faire du commerce avec ça. Donc, il y a des interdictions avec des opérations noires et totalement prohibées. Après, en dehors de ça, je pense que si on arrive à expliquer les choses et à formaliser aussi le pourquoi du comment, je pense que c'est important en interne de tracer la gestion des habilitations, de faire même du papier pour expliquer pourquoi on fait ce traitement, pourquoi on échange telle donnée, etc. On aura de bons arguments pour se défendre si jamais un jour la CNIL tape à notre porte et vient nous chahuter. Mais effectivement, c'est vrai que les données de santé, pour le coup, vous êtes quand même dans le collimateur. Et c'était l'année dernière, pour 2021, la CNIL a dit moi, j'ai 3 priorités cette année. La première, c'est la cybersécurité. La deuxième, ce sont les données de santé. Et la troisième, ce sont les cookies. Donc, vous étiez vraiment dans l'œil du cyclone. Après, quand on a regardé un peu plus en détail ce que disait la CNIL, elle se préoccupait surtout de la sécurité des données de santé. Et c'est vrai, alors je ne devrais pas dire ça en tant qu'avocat, mais c'est vrai qu'elle a investir sur le RGPD cette année. Il fallait peut-être plus investir sur des systèmes de sécurité hyper performants des logiciels que sur des formalités juridiques, même s'il faut faire les deux, évidemment. Mais la CNIL s'est plutôt focusée cette année, il me semble, sur des problèmes de sécurité. Et c'est vrai aussi que les modes de fonctionnement et les mentalités ont changé, parce que là, je pense que c'est Grégoire de Jabrin qui le disait au début, ou c'est Denis qui disait, en fait, au début, avec ces problèmes de données personnelles, on avait un directeur juridique qui nous disait comment faire, et puis c'était très facile, et puis ça se réglait comme ça. Maintenant, moi, je vois dans tous les dossiers dans lesquels je suis amenée à travailler, on travaille vraiment à 4 mains avec le service IT. Parce qu'il y a effectivement de la documentation juridique à produire, mais il y a tout un travail en amont à faire d'aménagement des systèmes d'information pour faire en sorte qu'ils soient conformes au RGPD. Et donc, il faut vraiment une intervention main dans la main et des techniciens et des juristes pour faire les choses comme il faut. Et ce qui est compliqué, c'est effectivement d'adapter des systèmes d'information qui n'ont pas été forcément conçus comme ça, qui sont surtout parfois des gros mammouths quand on part d'un truc SAP qui existe effectivement depuis 20 ans. Je pense que c'est un sacré challenge de remettre tout ça à plat et qu'il va falloir du temps pour faire ça. Après, je pense que la CNIL en est aussi consciente et qu'elle voit qu'à partir du moment où on fait des efforts pour se mettre en conformité, même si tout n'est pas parfait tout de suite, ça passe, quoi. Ils ne sont pas encore trop à taper avec un bâton et un marteau.
Le RGPD a fait peur au début parce qu'on a eu l'impression, comme vous disiez, qu'on ne pourra plus rien faire. Mais c'est faux, on peut juste faire des choses qui sont propres et ce n'est pas plus mal. Et chaque fois, se poser la question, déjà c'est très important, se poser la question, faire l'analyse d'impact, faire son PIA, son machin. Ça permet que ça ne parte pas dans tous les sens. Et sincèrement, si ce qu'on veut faire, c'est pour le bien du patient, on aura toujours le droit de le faire. Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que vous êtes quand même hyper impacté parce que les obligations les plus contraignantes du RGPD, pour moi, c'est d'avoir un DPO, de faire une étude d'impact et d'être obligé de passer par un hébergeur de santé, de données de santé agréé. Le plus pénible, c'est l'hébergeur de données de santé. Mais... Vous vous auto-hébergez, vous? Non, on est chez un hébergeur de données de santé et c'est pénible parce qu'il fait exactement le même service qu'un autre hébergeur, mais c'est juste qu'il facture 10 fois le prix. Oui, c'est ça. Ça va être une de mes questions, savoir technologiquement comment vous traitez du coup vos données. Alors, quand on est une entreprise qui héberge ses propres données, même si c'est des données de santé, n'a pas besoin d'être certifié HDS du moment que c'est ses données à elle. Ça devient compliqué si vous voulez ne serait-ce que échanger vos sauvegardes, croiser vos sauvegardes avec votre homologue d'à côté. On a plusieurs filiales côte à côte et c'est vrai que l'envie de croiser les sauvegardes sur 2 sites pourrait être intelligente, mais ça, on n'a pas le droit parce qu'il faut l'étiquette HDS. Donc, on a de plus en plus centralisé dans des data centers avec l'estampille HDS. Et de toute façon, on a certains labos qui étaient plus petits que d'autres. Et bon, comme dans toutes les entreprises, le serveur sous l'escalier ou dans le placard à balai, ça, il faut vraiment bannir, il faut vraiment oublier. Malheureusement, il y en a encore. Donc, soit on a des belles salles et on peut s'héberger nous-mêmes, soit on n'a pas des belles salles et on le fait faire chez ceux qui savent faire. Donc, effectivement, on a un volume de serveurs chez des hébergeurs HDS qui est assez conséquent, avec des coûts qui me rendent malade, mais il n'y a pas le choix. Donc là, je vais refaire une mise en concurrence l'année prochaine. Pour vous donner un exemple, quand je travaillais avant en dehors de la santé, je payais le giga de RAM 70 centimes par mois. Là, je le paye 12 €. Donc, ce n'est pas possible. J'avais une question sur cloud versus on-premise. Je pense que tu y as répondu. Donc, et on voit l'impact de l'hébergement de données de santé et la dissymétrie qui existe dans le monde de la santé entre j'héberge chez moi et j'externalise avec des contraintes qui sont, à mon sens, très éloignées les unes des autres. C'est ça. En termes de cyber, parce qu'on a vu qu'effectivement, et je pense que tu as mentionné le sujet cyber, pour le coup, je pense qu'en tant que technicien, on est convaincu que les data centers, qu'ils soient HDS ou autres, sont mieux sécurisés que les installations on-premise. Mais est-ce qu'il y a une dissymétrie finalement entre les contraintes imposées aux gens qui font leur propre hébergement versus les opérateurs, les hébergeurs finalement? C'est là, oui, oui, comme tu dis, il y a une dissymétrie. Quand on héberge chez soi, on passe en dessous de tous les radars et on peut faire tout et n'importe quoi. Alors oui et non, Denis, je me permets. Nous, la difficulté qu'on avait, c'est une partie qui était hébergée chez nous, une partie qui était sur un data center, en effet. Et quand on est sur la partie qui est hébergée chez soi, il faut faire attention aux données qui sont transmises à l'extérieur, que ce soit, par exemple, nous, on envoie des données à des médecins ou des données même aux patients. Le patient qui pouvait suivre son télésuivi avait accès à ces données. Donc, on sort du radar là quand on est dans ce cadre-là et il faut faire très attention à l'RGPD dans ce cadre-là. Oui, non, ce que je veux dire, on sort du radar, c'est que s'il n'y a pas d'onduleur sur ces salles serveurs, personne ne va venir vous le reprocher, même si on sait qu'il ne faut pas le faire. Voilà, c'est là. Effectivement, tout ce qu'on expose sur l'extérieur, ça demande la sécurisation qui va bien. Après, je pense que les hébergeurs de données de santé ont aussi profité d'une forme d'effet d'aubaine parce que la réglementation a évolué. Avant, il fallait être agréé. Maintenant, il faut être certifié. Et au motif que la certification est plus difficile à obtenir que l'ancien agrément, ils en ont tous profité pour gonfler un peu les tarifs. Alors que les prestats de base, je suis d'accord avec M. Roux, ne sont pas forcément différentes de ce qui existait avant, quoi.
Pour revenir sur les présentations, moi, j'avais deux questions pour Denis. La première, c'est comment vous avez eu cette idée-là de faire du lien entre les infections et la localisation des personnes. Ça ne me paraît pas si intuitif que ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y aurait ou alors ça veut dire qu'il y a des foyers d'infection. Et la Oui, question... oui, les bactéries traînent dans l'eau qu'on boit, donc ça peut D'accord. venir de là. C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, je travaillais avec des infectiologues, hein, c'est eux qui ont eu l'idée. Moi, j'ai mis en marche le bazar, quoi. Non, mais c'est bien, donc c'est bien ma question, c'est quelque part, peut-être que vous savez, mais comment sort une idée comme ça? Quels sont les outils utilisés derrière? Est-ce que c'est juste du bon sens, de l'observation et les gens qui découvrent ça complètement par hasard? Ou est-ce qu'il y a un process un peu plus structuré finalement de travail sur les données de façon régulière avec des data scientists, avec des process réguliers qui permettent d'identifier ces trucs un peu originaux dans les données qui font changer quand même la manière de traiter et qui font changer les process opérationnels. Donc, c'est plutôt ça. Est-ce que ça, c'est structuré, cette démarche-là? Ou est-ce que dans les faits, ça s'est fait un peu par la sérendipité naturelle du métier? Oh non, c'est les... Ouais, bon, ça germe un peu, on ne sait pas comment, dans l'idée des médecins parfois. Bon, ben là, il y a quand même, sur la localisation, on a eu un exemple avec le Covid aussi, où un variant donné se répandait dans une zone donnée. Donc, effectivement, ça va être pareil pour une bactérie. Telle souche de bactérie va se répandre dans une ville. Et bon, comme l'origine est probablement du même endroit pour tous ceux qui ont été contaminés dans la ville, elle va être sensible au même antibiotique. Donc, ils sont partis sur ce principe-là, qu'on se contamine l'un l'autre. Et à partir du moment où c'est une contamination chaînée, il y a des grandes chances pour que la bactérie se comporte de la même manière. Finalement, c'est du bon sens. En fait, ça part toujours, enfin, c'est un peu, quand tu sais, Simon, quand on parle d'algorithme ça part souvent d'intuition métier, c'est-à-dire que je connais un sujet, j'ai des intuitions, et après je les vérifie avec les chiffres. Et les chiffres, et simplement l'IA, ce qu'apporte l'IA, c'est que l'IA va rajouter cette logique de volume qui va permettre de toujours apprendre et de rajouter de la finesse à l'arrivée dans la compréhension. Mais effectivement, je pense que le côté intuition métier, ça revient, enfin, il n'y a pas que dans le secteur santé au final, hein, c'est des critères à l'entrée, et les critères, on les identifie grâce au métier qui a de l'expérience et qui arrive à affiner la connaissance. La question, elle est bien sur quelque part, une fois qu'il y a cette intuition, c'est quelle mécanique est mise en œuvre pour effectivement confirmer par la donnée, par des analyses, par des travaux de data scientists, pour arriver jusqu'au processus industriel finalement. C'est ce passage de l'un à l'autre, de l'intuition à la concrétisation de métier, un peu comment ça se passe en termes de projet, combien de temps ça prend, quelles sont les typologies de métiers impliqués. C'est un peu cette question-là que j'ai sur ce processus-là, parce que on est bien d'accord, Gaël, sur le cheminement. métier nécessaire et qui montre finalement un bon interlocuteur métier versus quelqu'un de plus classique. Mais comment, derrière, éclairer un petit peu la chaîne, quelque part, qu'on voit, qui est comment je passe de l'intuition à la réalisation de façon concrète et qui se traduit par un vrai process métier derrière, à mon sens, très différenciant dans l'approche. Là, l'avantage sur cet exemple-là, c'est que la réponse précise, on l'a, mais on l'a 2 jours trop tard. Donc, si on fait mouliner sur des données du passé, on peut confirmer son hypothèse. OK. Et du coup, ce qui m'amène une remarque par rapport au troisième cas d'usage, qui me semble quand même soumis à un paquet de biais, dont celui qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que s'il se trouve que dans tous les... alors peut-être c'est concrètement, vous passez tellement d'échantillons, ça ne marche pas, mais si pour une vraie raison, un paquet d'échantillons sont infectés, j'ai l'impression que ça vient rendre le principe de mesure là, de la déviation un peu faux, quoi, ou en tout cas le perturber fortement. Alors, c'est une moyenne mobile où on va éliminer tous ceux qui sont... Enfin, après, c'est de la statistique. Une moyenne mobile où on élimine toutes les mesures qui dépassent 2 écarts types. Enfin, il y a derrière des moyens d'affiner pour arriver, mais sincèrement, ça marche. Vous allez avoir votre moyenne mobile nettoyée qui doit être à 1, elle passe à 1,1. Vous savez que vous avez dérivé,
Et vraiment, là encore une fois, quand vous faites un étalonnage derrière, ça vous confirme que votre stat n'avait pas tort. Oui, ça c'est. Mais c'est vrai que c'est autant la logique paraît logique. Mais c'est d'une simplicité. Pourquoi on ne l'a pas fait avant, quoi, tellement c'est bête. Ouais, c'est effectivement. Ouais. En tout cas, merci pour la présentation. Très, très intéressant de voir ça, la transformation justement d'intuition, en tout cas de choses qui semblent du bon sens sur des process compris grâce à la data. Je trouve que c'est assez intéressant de voir ça. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'audience, et puis sinon, on se fera. Moi, je poserai toujours la petite question de la fin, là, pour si on devait conclure sur ceux qui veulent se lancer ou qui veulent. Tout à l'heure, j'entendais, il y en avait qui craignaient avec les contraintes RGPD de se lancer d'avancer sur ces projets dans le secteur santé. Si on n'a pas d'autres questions, je poserai la question à Grégoire et Denis. Bon, je pense que là, on arrive au bout. En plus, Grégoire va pas tarder à partir prendre son train. Donc, je vous pose la question à tous les deux. Si vous aviez des recommandations à faire à notre auditoire sur le sujet des traitements de données dans le secteur santé, s'il y en avait une ou deux, ce seraient lesquelles? Denis? Vous avez un volume de données. Même si vous ne savez pas encore quoi en faire, vous trouverez toujours. Et les professionnels, donc chez nous, les médecins, les biologistes, auront toujours énormément d'idées pour les exploiter. Bon, après, l'exploitation demande quelques contraintes, notamment RGPD, mais même en respectant toutes les règles, il y a plein de choses à sortir et à exploiter plutôt que de conserver ces données qui dorment pendant 20 ans. Merci Denis. Grégoire? Alors moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Marie. La RGPD, ça ne fait pas à tout le monde, mais n'ayez pas peur de la RGPD. Enfin, ne vous empêchez pas, comme disait Denis, d'innover à cause de la RGPD. Cadrez bien les choses et ça ira. Et nous, alors chez Bastide, on avait beaucoup utilisé le monde de la start-up parce qu'on avait énormément de données, on ne savait pas comment faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui se montent dans le domaine de la santé. Donc, n'hésitez pas à aller dans des salons, à rencontrer des startups et à trouver des cas d'usage qui peuvent vous aider parce qu'on n'a pas forcément toujours l'idée qui va bien, mais il y a certainement une entreprise qui va vous aider à développer cette idée. Donc, je suis assez d'accord avec toi, Denis. Top. Bah, écoutez, merci pour tous vos retours. Pour ce temps que vous nous avez consacré, vous êtes les bienvenus à la Factory Valorisation des données de manière permanente, si vous le souhaitez. On a besoin de contributeurs. Voilà, je ne sais pas, Simon, Marie, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, écoute, moi, c'est très intéressant de voir effectivement aussi bien sur les process très métiers que les process très industriels, en quelque sorte, de voir comment, pour le coup, il y a des vraies innovations processus grâce aux données. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'on dit Grégoire et Denis. Il faut essayer, c'est ce qu'on dit souvent. Hein. Le plus grand danger, c'est de ne pas y aller, c'est de ne pas essayer. Et après, quand on commence à avancer sur le chemin, on lève tous les freins et toutes les barrières qu'on peut avoir. Donc, je trouve intéressant d'avoir eu ces exemples concrets. Merci à tous les deux. Oui, moi je voulais juste dire merci parce que tous les deux c'était vraiment hyper précis, hyper pragmatique et assez varié. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les gens dans le domaine de la santé font tous la même chose. Et là, vous nous avez donné des exemples vraiment complètement différents les uns des autres et je pense qu'ils ont pu intéresser tout type de public. Donc merci beaucoup. Super. Et merci Gaël qui était notre monsieur loyal parfait pour le géo de l'occasion. Voilà. Bon, dans tous les cas, on partagera, là, puisque ça a été enregistré, ça sera en replay, donc ça sera diffusé prochainement par Digital 113. Donc, Denis et Grégoire, on vous tiendra au courant, puisque c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser pour vous aussi, hein, si vous avez besoin de partager avec d'autres parties prenantes. Et puis, nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine intervention de Factory. Alors, j'ai plus la date en tête, mais c'est en décembre. Et où là, on parlera d'autres sujets qui ne sont pas de santé, mais là, on vous informera en temps et en heure dès qu'on aura fixé tout ça. Exactement. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. Encore merci Denis et Grégoire. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir, merci. Merci, au revoir.